Bienvenue à ce webinaire pop-up du mois de février. Donc, le webinaire d'aujourd'hui s'intitule « Danser pour mieux habiter son corps, mouvement et images corporelles positives ». Et donc, nous allons adresser tout ce qui est en lien, en fait, avec la danse, le mouvement, peut-être aussi les idées préconçues qu'on a sur le milieu de la danse aussi par rapport à la santé mentale, puis comment déconstruire justement ce rapport au mouvement, à la danse, pour une santé mentale positive et une image corporelle positive également. Donc, une petite note avant de commencer. Donc, ce webinaire est enregistré. Donc, afin de pouvoir le rendre accessible par la suite, on enregistre le webinaire. Donc, s'il y a des informations que vous manquez aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir accès par la suite. Puis, en effet, s'il y a des gens qui ont leur micro ouvert encore, je vais vous demander de le fermer pour le temps de la présentation. Puis, vous pourrez poser des questions si vous le souhaitez à la fin. Donc, un petit mot sur, avant de commencer, un petit mot sur qui nous sommes. Donc, on est la CSM filiale de Montréal. On est un réseau pan-canadien centenaire, donc on est vraiment au service de la collectivité montréalaise et on suit l'approche promotion et prévention en santé mentale. Et notre mission, c'est vraiment d'avoir un impact sur la collectivité montréalaise, autant au niveau du collectif que de l'individuel. Puis notre mission, c'est vraiment de comprendre, outiller et sensibiliser la population sur la santé mentale, les enjeux de santé mentale et aussi déstigmatiser en fait la santé mentale. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux si vous voulez suivre nos activités. Et puis, peut-être notre prochain pop-up. Donc, nos webinaires pop-up sont des webinaires qui ont lieu de façon ponctuelle et le but, c'est vraiment d'aborder des thématiques qui visent à informer et à outiller le grand public. Et on invite des experts de différents milieux et de différents horizons pour vraiment partager leur savoir puis aller plus en détail dans un sujet qui touche la santé mentale de différentes façons. Puis, comme je disais, tous nos webinaires sont accessibles par la suite, donc vous pouvez y accéder. Vous allez pouvoir accéder à ce webinaire par la suite, mais aussi vous pouvez accéder à tous nos autres webinaires qu'on a fait dans le passé et tout ça est sur notre compte YouTube et également accessible à travers notre site web. En effet, il y a un micro ouvert, ça serait bien de le fermer. Merci, s'il vous plaît. Je pense que tu peux le fermer, Marie. Donc, pour ce qui est de la présentation d'aujourd'hui, ça va se faire en 4 temps. Donc, une première section sur l'image corporelle et l'estime de soi. Ensuite, on va aborder la question du mouvement pour une image corporelle positive. Puis ensuite, en troisième lieu, nous allons parler de stratégies pour développer une image corporelle positive. Et à la fin, on va avoir une période de questions. Donc, je vous demande de garder vos questions pour la fin. Si vous en avez vraiment qui vous brûlent la langue, là, vous pouvez l'écrire dans le chat, mais on va seulement les adresser à la fin du webinaire. Pour tout ce qui est de, par exemple, le rythme, si on parle trop vite ou il y a une question sur laquelle vous voulez vraiment qu'on retourne, vous pouvez écrire dans le chat, mais c'est possible qu'on ne le voit pas, donc on adresse seulement la question à la fin. Donc, juste prendre ça en note avant de poser votre question. Donc, sans plus tarder, je vais présenter nos conférencières, nos panélistes d'aujourd'hui. Donc, on va voir avec nous Élisa Côté-Séguin, qui est psychologue et danse-thérapeute. Élisa exerce comme psychologue auprès des familles depuis 2018, d'abord en milieu scolaire, puis en milieu hospitalier. Elle a complété un doctorat en psychologie, intervention, enfance et adolescence à l'Université de Sherbrooke et elle a également complété le programme Voix alternative du CNDT en 2014-2015.
et a collaboré à divers projets du CNDT en danse adaptée auprès des enfants présentant un TSA et en danse-thérapie au Centre de pédiatrie sociale Le Gallo. Ses connaissances en danse-thérapie lui permettent d'ajouter une corde à son arc dans le cadre de son travail de psychologue, intégrant le vécu corporel au travail psychique effectué verbalement. Notre deuxième panéliste est Marion Lemoine, enseignante en danse. Marion pratique d'abord la gymnastique rythmique, puis la danse modern jazz. Pendant plusieurs années, elle est interprète en danse et évolue dans des domaines variés. Parallèlement, elle transfère ses compétences d'entraîneuse de gymnastique rythmique à l'enseignement de la danse. En 2017, elle intègre le DESS en éducation somatique à l'UQAM. Marion commence aussi à enseigner la danse burlesque et contemporaine, puis le heels. À travers sa pratique, elle se questionne sur la possibilité de modifier la perception de l'image du corps et elle développe une pédagogie sur le toucher qu'elle associe à ses classes de danse burlesque. Donc, on a hâte d'en entendre plus. Et finalement, Cara Stanworth-Belleville, qui est nutritionniste et ancienne athlète de haut niveau. Cara s'intéresse dès le début de sa carrière aux enjeux entourant l'image corporelle et les troubles de comportement alimentaire, notamment chez les adolescentes. Son expertise vous aidera à favoriser le développement d'une image corporelle positive chez les jeunes et les adultes en contexte de pratique d'activité physique et sportive. Donc, bienvenue Elisa, Marion et Cara. C'est vraiment super de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, allons dans le vif du sujet qui est l'image corporelle et l'estime de soi. Donc, en fait, j'imagine que comme beaucoup des gens qui sont dans l'auditoire aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut définir en fait l'image corporelle? Qu'est-ce que l'image corporelle? Puis je vais demander peut-être à Elisa à Cara, pardon, de commencer sur ce sujet puisque c'est vraiment ton expertise. Oui, ça me fait plaisir. Donc, dans le fond, l'image corporelle, c'est une composante vraiment importante de l'estime de soi. Essentiellement, c'est la perception qu'une personne va avoir de son corps, puis ce qu'elle croit que les autres vont percevoir d'elle. Okay? Donc, c'est un petit peu cette perception-là, dans le fond, va inclure toutes les pensées, les jugements, les émotions, les sensations à l'égard de son corps. Puis, ça reflète toutes les perceptions qui sont reliées au format corporel, au poids, aux capacités fonctionnelles et voire même le pouvoir de séduction, d'attirance de son corps. L'image corporelle, c'est un concept qui est dynamique, qui est variable dans le temps. Donc, c'est quelque chose qui est évolutif. Donc, on ne va pas naître avec une image corporelle positive ou négative. C'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui est influencé par plein de différents facteurs dans nos vies. Donc, une nuance importante aussi, c'est pas, par exemple, parce qu'on vit certaines insatisfactions corporelles que ça veut dire qu'on a une image corporelle négative. OK? Donc, c'est ça. C'est un concept justement qui est évolutif, qui est variable en fonction des différentes expériences, périodes de la vie. Par exemple, on peut penser l'adolescence, la grossesse, le vieillissement. C'est des périodes justement dans la vie où est-ce que l'image corporelle peut beaucoup varier. Donc, si on était pour, par exemple, essayer de mettre des mots sur c'est quoi une image corporelle positive, par exemple, bien ça, une image corporelle positive, ça serait le fait d'avoir une perception qui est réaliste, qui est globalement positive de son corps. Donc, quelques exemples, par exemple, ça peut être une personne qui a une image corporelle plus positive, bien, elle va valoriser qu'est-ce que son corps lui permet d'accomplir, d'exprimer au-delà de juste l'image qu'elle projette. Quand on a une image corporelle plus positive, on va traiter son corps avec bienveillance, en adoptant des attitudes, des comportements, des habitudes qui favorisent notre bien-être, notre santé au-delà d'une perspective de contrôle de poids ou d'esthétisme. Voilà pour cette petite définition-là. Je ne sais pas si mes autres panélistes veulent compléter ou ajouter quelque chose. Merci beaucoup, Cara. C'est déjà très éclairant. Je ne sais pas, Elisa, Marion, est-ce qu'il y a une de vous qui aimerait rebondir sur ce que Cara vient de partager?
Elisa, je vois que tu as envie de parler, mais ton micro est fermé. Merci. Oui, j'ajouterais peut-être des éléments au niveau du développement de l'image corporelle qui se déroule comme dès la naissance, finalement, au travers de toutes les expériences du bébé. Que dans les premiers mois, le bébé va être vraiment comme en fusion. Il n'aura pas conscience vraiment que son environnement est comme différent de lui. Mais petit à petit, il va comme il se fait refléter ses besoins, il se fait refléter ses ressentis et tout ça. Donc, il finit par être capable de distinguer que ce que lui ressent et ce que son environnement fait auprès de lui, c'est pas tout le temps les mêmes choses. Petit à petit, il va comme être capable de comparer. Finalement, rapidement, les bébés vont s'identifier aux autres bébés. Donc, ils vont comme comprendre petit à petit que les autres bébés sont semblables à lui, puis que les adultes sont différents, mais en même temps sont quand même capables de lui refléter ce qu'est un être humain et tout ça. Donc, petit à petit, il va comme se construire en tant que personne, puis construire son image corporelle au travers de tous ces reflets-là qu'il reçoit. Puis, de plus en plus dans des contextes variés, tout ça. Par exemple, s'il est face à un miroir, un tout petit bébé va s'intéresser à son visage dans le miroir, mais de la même façon qu'il s'intéresserait à tous les autres visages d'humains qui côtoient. Puis s'il voit son visage et celui de son parent, par exemple, dans le miroir en même temps, mais il va s'intéresser plus au visage de son parent parce qu'il le voit au quotidien que son visage qui est comme un inconnu finalement, qu'il voit peut-être moins souvent. Mais éventuellement, là, dans la phase qu'on appelle la séparation-individuation, là, quand le bébé va comme vraiment commencer à comprendre qu'il est une personne en tant que telle, il va commencer à reconnaître que son reflet, finalement, c'est lui. Puis là, c'est là qu'il va comme vraiment petit à petit là, construire son image corporelle, puis un peu comme Cara l'a dit, là, d'une façon qui est très dynamique, qui inclut comme vraiment plein de facettes. Là. Donc, c'est ça. Puis on peut voir quand même plusieurs éléments qui ont des influences, là, mais ça, je pense qu'on va y revenir à la question suivante. Puis juste pour sauter exactement sur ce qu'Elisa vient de dire, justement, c'est vers l'âge de comme 3-4 ans qu'on peut commencer à voir que les enfants vont vraiment intégrer tous les différents préjugés, stéréotypes que la société met de l'avant par rapport au poids et à l'apparence. Puis c'est vers l'âge de à peu près 6 ans que justement les enfants peuvent déjà commencer à être insatisfaits de leur propre apparence, leur corps. Donc c'est quelque chose l'insatisfaction corporelle, malheureusement, c'est quelque chose qui commence très, très jeune, puis qui, avec l'âge, augmente, peut atteindre son apogée à l'adolescence, puis qu'on voit qu'à l'âge adulte aussi, ça peut se poursuivre. Donc, en effet, malheureusement, c'est un enjeu qui peut commencer très jeune, mais qui a aussi beaucoup de facteurs de protection. Donc, on peut aussi commencer ça très jeune aussi. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant, en fait, de remettre de l'avant le fait que, dans le fond, l'image corporelle, ça fait partie intégrante de notre compréhension de nous, puis de notre processus aussi d'évolution là, en tant qu'être humain. Puis souvent, un peu, c'est comme la santé mentale, on a comme une idée, on pense image corporelle, on va tout de suite penser à quelque chose de négatif, alors qu'en fait, ça peut autant être positif que peut-être un peu plus négatif, ou en tout cas comprendre des facteurs de risque. Là. Donc, merci beaucoup pour ces précisions. Marion, est-ce que tu aimerais peut-être rebondir sur ce que tes collègues viennent de dire? Ouvrir ton micro, sinon je peux... Voilà. Juste comme je pense que les collègues ont super bien défini qu'est-ce qu'était l'image corporelle, puis j'aurais envie de jumper peut-être sur les facteurs, justement, on en a déjà un petit peu parlé, qui influencent l'image corporelle. Puis pour rebondir déjà sur les explications de Cara et d'Elisa, je pense qu'on peut comprendre assez facilement qu'un des premiers facteurs qui va influencer notre image corporelle, c'est notre environnement, notre culture. Puis tout ça, ça va construire un corps normé, un corps social auquel on va se référer. Puis quand je parle de culture, ça va être le contexte dans lequel on évolue, on grandit, notre histoire personnelle, nos pratiques également, par exemple nos pratiques artistiques, nos pratiques
sportive. Par exemple, moi, je viens du milieu de la gymnastique rythmique. Donc, j'ai grandi avec l'image d'un corps pas mince, mais d'un corps maigre. Moi, c'était ma norme. Puis, c'est ça, selon le contexte dans lequel on évolue, on ne va pas avoir la même image du corps social qui nous est défini. Puis, après ça, je dirais aussi que qu'est-ce qui va influencer notre image corporelle? Ben, ça va être aussi les discours dominants. On ne se rend pas compte à quel point la puissance de ces discours puis de ces normes, en fait, qui définissent un corps idéal, ben, nous façonnent. Puis, on n'arrive pas forcément à prendre du recul par rapport à ça, puis à vouloir remettre en question ce corps idéal qui nous est défini, qui nous est presque imposé. Puis, pareil, en termes d'environnement, c'est sûr que les médias, l'industrie de la mode, même la médecine, ça va être des vecteurs de ce corps idéal dont on a souvent un peu de difficulté à se détacher. Tout à fait, merci beaucoup. Puis, donc, je pense qu'on peut y aller dans les facteurs de risque. On peut continuer sur les facteurs qui influencent l'image corporelle. Puis, tu viens de nous en nommer plusieurs, Marion. Merci d'avoir mis de l'avant aussi l'idée d'un corps normé, hein, d'une image, d'un corps idéal aussi. Cara, peut-être que tu aurais d'autres éléments à nous présenter par rapport à ça. Ben, Marianne nous en a nommé un, tout ce qui est par rapport aux environnements, milieu de vie, toute la socialisation, dans le fond, qui est autour de nous, c'est tellement un facteur important, justement, dans tout ce qui influence le développement de cette image corporelle-là. Tout ce qui est en lien justement avec la thématique d'aujourd'hui, quand on va parler d'activité physique, de sport, de mouvement, d'art de la scène, c'est sûr que toute cette culture-là dans laquelle s'inscrivent ces activités-là, ça fait partie de ces environnements-là. Puis c'est intéressant parce que des fois, dépendamment de notre milieu, dépendamment du type de sport ou d'activité qu'on fait, il peut y avoir un certain clash. C'est pas, dans certains sports, c'est pas nécessairement les mêmes normes sociales de beauté qui sont véhiculées dans la société. Et dépendamment de différents milieux, ben, il peut justement avoir un peu une double image corporelle qui peut se faire pour certaines personnes aussi. Puis on observe que ben, plus notre corps, plus ces standards-là dans ces différents sports ou activités-là diffèrent de la norme, bien, plus justement il peut y avoir d'insatisfaction corporelle. Donc, autant d'un point de vue de facteurs de risque de protection, justement toute cette socialisation-là à travers cette culture sportive-là, nos familles, l'école, le milieu de travail, toute l'exposition qu'on a, comme Marion nommait, par rapport aux médias, les réseaux sociaux, les industries mode, cosmétiques, les jeux vidéo, l'industrie du divertissement, c'est tous ces facteurs-là, tous ces messages, toutes ces idéaux-là qui sont mis de l'avant, mais ça forge beaucoup toutes les valeurs puis les préjugés qu'on peut avoir et aussi toute la perception qu'on a par rapport aux normes de beauté qui sont mis de l'avant. Il y a aussi comme différents facteurs, toutes les expériences qu'on vit à travers nos vies, donc les moqueries, les différents commentaires, tout un peu tous ces éléments-là qui composent un peu nos interactions à tous les jours. Ça, c'est ces expériences-là aussi qui peuvent venir affecter justement l'image corporelle individuelle, là, si on veut. On a aussi toutes les caractéristiques physiques, hein? Donc tous les changements corporels, le genre, l'âge, les stades de la vie, le poids, l'apparence en tant que telle, ça c'est en fonction de ces caractéristiques-là, mais c'est sûr que ça aussi, ça peut venir agir comme facteur d'influence de l'image corporelle. Et par le même fait, toutes les caractéristiques psychologiques. Donc ici, on parle plus, par exemple, des traits de personnalité, de l'estime de soi. Donc, il y a certains traits de personnalité naturellement qui peuvent être plus
protecteur que d'autres, dans certains milieux aussi. Justement, dans la recherche, on observe que chez les athlètes en sport d'esthétisme pardon, et dans le milieu de la danse, ben, le perfectionnisme, l'auto-objectification, l'internalisation des normes de beauté ou de l'importance qui est accordée à l'apparence, l'anxiété sociale autour du corps, ben ça serait des exemples de différents traits de personnalité qui sont plus associés à une plus grande insatisfaction corporelle chez les gens, justement, issus du milieu de la danse, du sport d'athlétisme comparativement à la population en général. Mais de notre part, le fait, par exemple, d'avoir un plus grand sentiment d'autonomie à travers les expériences qu'on peut vivre de façon positive avec le sport, avec l'activité physique, avec le mouvement, de développer une meilleure estime de soi à travers tout ça, d'avoir... de faire confiance davantage en son corps, de développer ses compétences, mais ça, c'est tous des bénéfices psychosociaux de l'activité physique. Puis ça peut justement venir agir à titre de facteur de protection pour le développement de l'image corporelle plus positive. Donc, ça, c'est autour des petites parenthèses pour les caractéristiques psychologiques. Fait que c'est à peu près ça, les différents éléments qui viennent influencer la construction de notre image corporelle. Donc, vous voyez que c'est très complexe, c'est très multifactoriel. On ne peut pas souvent nécessairement juste mettre le doigt sur un élément. C'est vraiment plusieurs facteurs, puis tout comment ils vont interagir ensemble, dans le fond, de façon plus positive ou négative à travers la vie. Merci beaucoup, Cara. Donc, j'imagine qu'Elisa, tu dois avoir des choses à dire aussi sur le sujet. Est-ce que tu veux que... Ouais. On déjà, Marion et Cara ont amené vraiment comme plein d'éléments super importants. Moi, je rajouterais un petit peu, puis c'est en lien avec l'autre chose dont je parlais dans le développement en tant que bébé, mais c'est de dire que de la façon dont tout le monde, vous êtes gelé pour moi. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Nous, on t'entend puis on te voit parfaitement. Okay, c'est bon, tant mieux. Fait que, oui, c'est ça. Dans le fond, dans le développement du bébé, de la façon dont ses besoins puis ses sensations internes ont été reflétés par les adultes autour de lui, puis à quel point ça a été validé, qu'il ressent toutes ces choses-là. Ça l'aide à construire une confiance en qui ressent à l'intérieur de lui, donc à une confiance finalement en son corps, d'être vraiment connecté à son corps, à tous les signaux qui proviennent de son corps. Puis ça, c'est aussi dans les facteurs de protection pour pouvoir avoir une image corporelle qui va être saine parce qu'elle va être vraiment axée sur la réalité de son corps et non sur des standards qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est d'être vraiment comme en tant qu'adulte avec des jeunes enfants, d'être vraiment comme à l'écoute de ce qui provient de l'enfant pour lui refléter, puis essayer de pas comme le contaminer avec ce qui nous et notre perception de ce qui devrait être bon ou pas bon comme ressenti, non de vraiment partir du ressenti du jeune enfant, mais ça peut le protéger là, dans la construction de son image corporelle. Évidemment, de l'autre côté, ben, des enfants qui auraient peut-être vécu dans un milieu où ils se font comme toujours demander de remplir certains critères, que leurs émotions sont mises de côté comme étant pas vraiment valides, bien évidemment, ça peut créer un peu une déconnexion face à leur corps. OK, bon, mais ce qui provient du corps est comme plus vraiment important, donc tellement écouté. Puis là, petit à petit, il y a comme c'est comme si le corps et le cerveau se détachent, là, si on veut, puis que finalement, la personne est comme plus connectée à son corps, puis son image corporelle va être comme plus distordue à ce moment-là. Donc, ce serait comme l'élément que je rajouterais. Merci beaucoup. C'est tellement intéressant de voir justement que le mouvement, dans le fond, vous ne l'avez pas encore nommé comme tel, mais on s'en va vers là, justement, que le mouvement peut être un genre de retour au corps, en fait, puis que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui doit être associé au négatif par rapport à l'image corporelle. Justement, quel lien entre l'image corporelle et le mouvement? Puis j'ai envie de dire, peut-être pour passer un peu plus vers la question d'image corporelle positive, là, comment est-ce que le mouvement peut, dans le fond, justement, favoriser une reconnexion au corps, une reconnexion à soi dans un contexte où
une société aussi où souvent on est porté à être déconnecté, en fait, de son corps, là, si je comprends bien. Ouais. Je vais donner la parole à Marion, puis Cara, on va y aller avec toi après. Parfait. Moi, c'est sûr que je vais faire un lien avec mon diplôme en éducation somatique pour essayer de commencer à répondre à cette question-là. Il y a très certainement des personnes qui ne savent pas ce qu'est l'éducation somatique, donc je vais juste donner la définition d'Yvan Joly. Donc, c'est un champ disciplinaire des méthodes qui s'intéressent aux relations dynamiques entre le mouvement du corps, la conscience, l'apprentissage et l'environnement. Et en éducation somatique, la respiration, c'est déjà du mouvement. Donc, c'est une chose importante à spécifier parce que quand on parle de mouvement, et même quand on parle de mouvement dansé, on a aussi une certaine vision, une certaine définition de ce que ça doit être, mais on peut ramener déjà le mouvement à juste la respiration. Puis, en éducation somatique, on va beaucoup travailler avec une vision holistique du corps. Donc, je rebondis sur ce que disait Elisa, c'est-à-dire que le corps et l'esprit ne font qu'un. Puis, on va développer notre regard interne, justement. On va essayer de se reconnecter à son corps sensible. Et c'est grâce notamment à cette reconnexion-là, c'est-à-dire porter son attention sur ce qui se passe dans notre corps. Par exemple, ne serait-ce que porter son attention à sa respiration, rentrer en contact sensible avec son corps par le toucher, etc. Ça permet de redécouvrir son corps autrement, puis d'influencer l'image corporelle, son image corporelle, souvent de manière positive. Pour terminer avec ça, il y a un travail qui a été fait par un monsieur qui s'appelle Don Hanlon Johnson, qui explique en fait que l'exercice du pouvoir au sein du discours social occidental dominant, donc je parlais des discours dominants tantôt, s'observe par une déconnexion sensorielle imposée par une idée fantasmée du corps idéal, souvent loin du corps vécu. Donc, c'est quelque chose qui illustre bien qu'en se retournant, en se reconcentrant sur son corps sensible, en développant ce regard interne, ça a une véritable influence sur la définition de son image corporelle. Puis c'est vraiment une piste pour essayer d'aller vers une image corporelle plus positive. Merci beaucoup, Marion, pour ce petit cours d'éducation somatique. Je suis sûre qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui viennent d'apprendre un nouveau concept. Donc, c'est vraiment super. Merci. Cara, tu avais hâte de parler aussi. Oui. Dans le fond, sachant que ce soit en sport, en activité physique, en mouvement, quand on met le corps de l'avant, quand il devient un petit peu l'outil ou le véhicule principal qui est utilisé pour bouger, pour être en mouvement, le corps peut facilement devenir, à cause de ça, le centre de l'attention, la cible de plusieurs différents jugements, commentaires. Puis en plus de ça, dans certains environnements où est-ce que ou certaines cultures sportives où est-ce que le corps est exposé, il est jugé, il est évalué, il est soumis à des idéaux sociaux qui sont très irréalistes, peu inclusifs, ces pressions-là peuvent justement venir exacerber l'importance qui est accordée à l'apparence, au poids, puis ça peut être des obstacles importants à la pratique du mouvement. Ça peut venir nuire justement à l'épanouissement, à la santé, le bien-être global des jeunes. Fait que, en contrepartie à tout ça, le fait de vivre des expériences qui sont positives, qui sont de qualité, lorsqu'on bouge, lorsqu'on est en mouvement, mais ça contribue, en revanche, à valoriser son corps pour tout ce qu'il est capable d'accomplir, tout ce qu'il est capable d'exprimer, de vivre, plutôt que seulement pour l'image qu'il va projeter. Fait que c'est un petit peu un lien bidirectionnel parce qu'après ça, quand on va développer une image corporelle plus positive, une estime de soi
plus solide, ben on va être plus enclin après ça à s'engager plus pleinement dans une activité, plus pleinement dans un mouvement ou une forme de mouvement plutôt, puisqu'on va davantage avoir confiance en son corps, confiance en ses capacités. Donc, c'est là que toutes les notions par rapport à comment le mouvement, ben, c'est une forme d'empowerment, de sentiment de compétence, d'auto-efficacité, d'autonomie, un peu pour faire le lien avec ce que Marion disait, mais c'est vraiment une occasion en or pour pouvoir mettre tout ça en pratique, de vivre ça pour que ça ait un impact justement sur notre image corporelle de façon générale. Merci beaucoup. Puis, Elisa, pour toi, le lien entre image corporelle et mouvement, comment il se définit? Oui. Je m'écoute puis je me dis, je suis encore en train de revenir sur les bébés, mais c'est comme la base de tout, là. Dans le développement cognitif et psychique du bébé, il y a beaucoup d'influence sur comment son développement moteur se passe aussi. Donc, quand le bébé commence à marcher versus quand il se promène à quatre pattes, il n'explore pas l'environnement de la même façon et son entourage ne va pas interagir avec lui de la même façon non plus. C'est une période où les parents vont se mettre à mettre des limites, devoir dire à l'enfant de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, de faire attention à tel truc, tout ça. Donc, l'enfant va se mettre à entendre beaucoup de consignes, puis va se mettre à réaliser aussi que lui-même, il est comme capable de faire des choses qu'il n'était pas capable avant. Donc, il va comme s'autonomiser, puis rechercher à faire de plus en plus de choses par lui-même, etc. Donc, dans cette période-là du développement moteur, ben ça le propulse finalement dans son développement social, affectif, etc. Puis il y a eu des recherches justement qui ont vu que la façon dont les parents s'adressent à un enfant qui marche sur les deux pieds n'est pas la même que les parents qui s'adressent à leur enfant qui est à quatre pattes. Il y a autant de mots utilisés, mais ce n'est pas la même qualité de mots. Ça va vraiment comme l'aider dans son développement du langage et sa compréhension du monde, et etc. Puis, de cette manière-là aussi, en lien avec comme ces étapes-là de développement, ce qui a été trouvé dans certaines recherches avec des populations pour lesquelles il y a une problématique de l'image corporelle, c'est comme s'il y a certaines choses qui restent pris peut-être à ces étapes-là de développement moteur. On observe comme des mouvements où le haut du corps et le bas du corps vont être comme plus dissociés finalement. C'est comme si les mouvements du haut du corps ont lieu alors qu'il n'y en a pas vraiment dans le bas du corps. Puis c'est des façons de bouger qu'on observe plus justement dans le développement du bébé. Donc, avec les personnes qui ont un trouble alimentaire, par exemple, de venir utiliser le mouvement, pas nécessairement de la danse, mais vraiment comme un mouvement plus libre qui va permettre d'aller explorer le corps, le vécu corporel, les émotions et tout ça. Bien, ça peut leur permettre de reconnecter à leur corps, petit à petit, avoir la possibilité de reconstruire une image corporelle qui va être plus positive, donc au travers du mouvement. Puis ça, c'était un projet là, qui a eu lieu là, sur lequel je me suis penchée dans le cadre de ma thèse, mais c'est une des façons là, que je vois vraiment là, des liens entre le mouvement et l'image corporelle. Merci beaucoup, c'est vraiment fascinant. J'ai envie juste avant de passer à la prochaine section, j'ai envie qu'on apporte une petite précision, puis peut-être une nuance aussi quand on parle d'image corporelle positive. J'imagine que ça n'implique pas nécessairement l'absence de perception négative, c'est plus de les accepter en fait, c'est d'apprendre à mettre de l'avant plus les aspects, dans le fond, favoriser les aspects positifs. Puis, oui, Cara. Oui, je peux. Dans le fond, il faut voir ça un peu comme un spectre. C'est quelque chose qui, ça peut bouger, mais c'est justement, un peu comme je disais tantôt, tu peux avoir certaines insatisfactions corporelles sans pour autant
avoir une image corporelle négative. Les deux, l'un n'est pas synonyme de l'autre. On n'a pas besoin d'être absolument satisfait de 24 heures sur 24 de tout pour avoir une image corporelle positive. Donc, c'est vraiment ça. C'est un certain spectre. Puis, comme je disais au début, on le voit qu'il y a des gens qui ont de façon générale, de façon globale, une image corporelle plus positive, vont avoir tendance justement à être plus dans la bienveillance, à moins adopter des comportements qui peuvent être nuisibles pour la santé à long terme. Mais, donc, quand on parle de justement améliorer son image corporelle, c'est vraiment de favoriser justement des attitudes, des comportements, de la bienveillance qui nous amènent vers le côté du spectre plus dans le positivisme, justement. Donc oui, puis je veux dire, j'ai pas parlé nécessairement des statistiques qu'on voit au Québec ou au Canada par rapport à l'insatisfaction corporelle, mais c'est des taux qui sont très élevés dans la population au point où est-ce que maintenant on parle d'une certaine insatisfaction normative, où est-ce que la majorité des gens ont des insatisfactions. Donc, mais d'en avoir certains, puis de travailler là-dessus, ça ne veut pas dire qu'on a nécessairement une image corporelle négative versus positive, en tout cas. Il faut voir ça un peu comme un spectre, puis qu'on peut travailler justement pour essayer de le favoriser à ce moment-là. Merci pour la précision. Puis je pense que c'est vraiment important parce qu'on est culturellement en ce moment, on est très bombardé d'images aussi de femmes confiantes. Ben, surtout, ça vise beaucoup les femmes, là, de femmes confiantes. Il y a aussi le concept de confidence culture aussi qui est en train d'apparaître là, comme idée que on devrait être avoir le plus confiance en nous. Puis aussi avec le mouvement de diversité corporelle, il y a aussi l'idée que on devrait tous embrace notre différence, puis être confiante, peu importe notre corps, mais des fois, c'est normal aussi dans des journées où on s'aime moins. Moi, j'aime pas nécessairement qu'on ait une image corporelle plus négative. Ouais. Moi, j'aime beaucoup parler du concept de la neutralité corporelle parce qu'en effet, quand on est plus si on est plus dans l'insatisfaction corporelle, ou est-ce qu'on a plus peut-être de difficultés à accepter, respecter son corps, de passer du jour au lendemain à devoir se dire, mon Dieu, il faut que je sois dans l'acceptation totale, dans l'amour total de mon corps, ça peut sembler très irréaliste. Ils m'ont dit comment je fais ça concrètement, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, d'essayer d'être aussi plus dans la neutralité corporelle qu'on appelle. Ça fait un lien beaucoup avec ce qu'on va discuter aujourd'hui, justement, par rapport à être capable de s'observer, d'être sans jugement, d'être justement être capable de plus être à l'affût de la fonctionnalité, je peux dire ça comme ça, du corps. Donc, justement, qu'est-ce que mon corps, d'être davantage capable de l'écouter, de se faire confiance, sans jugement, qu'est-ce qui est de m'exprimer, d'être bienveillant par rapport à ce qu'il est capable d'accomplir aujourd'hui, puis de justement nommer ces choses-là, hey, aujourd'hui, mes bras m'ont servi à serrer les gens que j'aime. Ces petits éléments-là par rapport à tout ce que notre corps nous permet de vivre puis d'exprimer au quotidien, puis d'essayer justement d'être dans ce non-jugement-là par rapport à ses besoins, puis d'être tranquillement. Ça, c'est ce qu'on est plus dans il n'y a pas de pression à devoir être dans l'acceptation, l'amour. Puis ce que j'aime souvent dire de façon générale, c'est quand on aime, quand on respecte notre corps, plus qu'on va avoir envie d'y prendre soin. Puis c'est souvent quand quand on est tout le temps en train de se dire qu'il faut changer, qu'il faut s'améliorer, qu'il faut ci, qu'il faut ça, bien que souvent, ça va aller, on ne va pas nécessairement aller vers la bienveillance, puis le empowerment, on va plus avoir tendance à aller vers des comportements qui peuvent pas nous faire nécessairement du bien sur le long terme. Donc, quand on a un corps qu'on aime, qu'on apprécie, qu'on accepte, c'est davantage là qu'on va avoir envie de prendre soin de soi. Merci. Oui, Marion, vas-y. Oui, je voulais juste rebondir un petit peu sur ce qu'était en train de dire Caroline. Moi, j'attache aussi beaucoup d'importance à la verbalisation de ce qu'on ressent.
et ça peut nous aider à comprendre aussi notre ressenti. Je vais donner un exemple. C'est sûr que moi, donc, j'enseigne beaucoup maintenant la danse burlesque. Puis on a un discours qui est très décomplexé par rapport à nos corps. Puis ce sont des cours où on parle aussi beaucoup. Et j'essaye toujours d'orienter mes élèves, par exemple, quand une élève me dit aujourd'hui, non pas aujourd'hui justement, moi je suis moche, mon corps, en plus il n'arrive pas à faire le mouvement, comme vraiment avoir un côté négatif, c'est correct, mais de le verbaliser en disant aujourd'hui je me sens pas sensuelle. Aujourd'hui, je sens que mon corps n'y arrive pas à faire tel ou tel mouvement. C'est juste que c'est un état à l'instant T qui peut être différent le lendemain, la semaine d'après, etc. Donc, quand Carla disait que l'image corporelle et puis nous-mêmes, on peut fluctuer entre des moments où on se sent en pleine possession de nos moyens, puis des moments où on se réveille un matin, puis ça ne va pas très, très fort. Comme c'est ça, la verbalisation de comment on se ressent avec les mots les plus précis que possible, je trouve que ça aide à se mettre en condition dans cette compréhension-là de la fluctuation du négatif au positif et de tout ce qu'il y a entre les deux, en fait. Mm-hmm. Ouais, c'est pas un état, c'est pas soit c'est positif tout le temps ou c'est tout à fait négatif, c'est qu'il y a des journées où on a une image corporelle moins positive, mais c'est de comprendre aussi que c'est en ce moment, puis que ça peut changer comme les émotions, dans le fond. On va passer à la deuxième section, hein. Je pense qu'on a comme beaucoup de choses à dire, mais parlons du sujet clé de ce webinaire, qui est la danse. Justement, Marion, t'as parlé un peu de tes cours de danse burlesque. Puis la danse semble être de plus en plus utilisée vraiment comme stratégie pour favoriser une santé mentale, favoriser une image corporelle positive, mais on pourrait aussi parler de santé mentale positive. De quelle façon, en fait? Peut-être que, Marion, tu peux peut-être nous parler un peu plus de tes cours, puis comment tu fais, puis Elisa aussi, toi, c'est plus la danse-thérapie. Donc, est-ce que, Marion, veux-tu commencer, puis ensuite Elisa? Oui, parfait. C'est ça, je vais un peu continuer ce que je disais. Tantôt, au début du webinaire, on parlait d'un facteur qui influençait notre image corporelle, qui était l'environnement, la culture. Mais c'est sûr que moi, personnellement, depuis que j'ai découvert le milieu du burlesque, j'ai comme complètement switché d'environnement, puis ça a ouvert un terrain de jeu incroyable. Puis, c'est pour moi facile de jouer à l'intérieur de ce terrain de jeu, puis d'avoir des réflexions sur l'image corporelle positive, parce que de base, depuis les années 90, le burlesque s'est rendu un mouvement féministe et transgenre qui lutte contre l'image du corps de la femme soumise au diktat de la minceur et de la chirurgie esthétique. Donc déjà, moi, j'arrive dans un milieu où c'est cette façon de penser-là. Quand on va voir de la scène burlesque, il y a une diversité corporelle qui est incroyable. Ça change complètement de ce que je suis habituée à voir, par exemple, quand on évolue dans le milieu du ballet ou même quand on évolue dans le milieu de la danse contemporaine, qui est en train de changer, mais voilà, comme le burlesque est ailleurs en termes de diversité corporelle. Moi, comment je travaille, j'ai développé en fait une pédagogie sur le toucher. Donc, souvent, j'aime ça offrir des cours à la session, même si c'est complètement possible de faire des ateliers uniques pour pouvoir faire un travail évolutif sur quelques semaines. Et c'est justement la redécouverte de son corps différemment, d'abord par l'auto-toucher avec différents exercices que je propose et ensuite dans le toucher partagé
avec un travail de partenaire. C'est avec ça que j'essaye d'aller modifier la perception de l'image du corps. La danse burlesque, ça reste une danse qui est très sensuelle et c'est pas non plus donné à tout le monde. Bonjour, je prends un cours. OK, on va danser ensemble de manière ultra sensuelle. On se connaît pas. J'ai pas forcément confiance en moi. Donc, on fait un travail évolutif là-dessus. Puis, j'essaye d'aller vraiment développer justement la confiance en soi, la reconnexion au corps propre, la valorisation de tous les corps. Voilà, on essaye de sortir du corps normé, de se recentrer sur nous-mêmes, puis de le partager avec les autres. Puis bon, c'est sûr qu'au-delà de ça, il y a beaucoup également d'humour. Je pense que l'humour, on n'en a pas encore parlé, mais ça peut être un levier important pour décomplexer l'image corporelle. Et puis, je regarde juste mes notes. Ah oui, puis j'en avais parlé vraiment tantôt, c'est ça. Développer le regard interne versus le regard externe, c'est important, puis ça se passe dans les cours que je propose. Par exemple, dans les cours de danse, dans les idées de tout le monde, on travaille avec un miroir. Le miroir, c'est un regard externe qui est très fort. On passe 1 heure et demie à se regarder dans le miroir. Ça peut être très, très, très confrontant. Donc, travailler sans miroir, c'est ce qui se passe pour le coup beaucoup en danse contemporaine dans un autre but. Mais voilà, comme limiter le regard extérieur, ça peut permettre vraiment de se recentrer sur soi et de se redécouvrir autrement. Merci Marion. Je trouve que c'est vraiment, ça revient vraiment à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'idée de se centrer sur justement les sensations, puis revenir à son corps en fait, se reconnecter à son corps auquel on a été déconnecté par différents processus là, de vie selon notre parcours de vie. Puis, Elisa, du côté de la danse-thérapie, comment est-ce que ça se crée justement ce parcours vers une image corporelle positive? Oui, rapidement pour définir un peu la danse-thérapie, c'est l'utilisation du mouvement et, oui, potentiellement de la danse, mais principalement du mouvement dans un but thérapeutique. Donc, c'est pour permettre d'aller dans un plan corporel, explorer peut-être des contenus qui seraient peut-être moins accessibles dans une thérapie verbale. Donc, évidemment, là, quand on parle de danse-thérapie, on est plus dans des contextes où il y a des perturbations, des difficultés là, vraiment dans la santé mentale ou dans le vécu là, fonctionnel de la personne, mais il y a tout le volet aussi de danse adaptée là, qui peut être en parallèle de ça, qui n'est pas nécessairement à visée thérapeutique, mais d'utiliser le mouvement puis dans une optique aussi de plaisir et tout ça. Mais en tout cas, dans ces deux courants-là, l'idée, c'est de vraiment y aller à partir des mouvements qui sont naturels pour les gens. Puis, dans les autres pratiques aussi qu'on peut voir, là, la pleine conscience, ou qui sont d'autres approches plus basées sur le corps. Mais c'est d'être vraiment dans l'ici et maintenant. Donc, comme tout à l'heure, on parlait, puis Marion disait, aujourd'hui, je me sens comme ça, je trouve que mon corps n'arrive pas à faire telle chose, d'être dans l'ici maintenant pour voir qu'effectivement, c'est dynamique, puis ça va changer dans le temps, puis ça ne sera pas toujours la même chose, puis on a le droit de revenir en arrière, puis de refaire un pas en avant, puis de danser finalement au travers de ça. Puis, des fois aussi, c'est d'avoir accès à des moments de mouvement qui sont agréables, qui nous font oublier peut-être, lâcher prise, laisser aller, comme juste être dans le moment présent, dans le mouvement, avoir du plaisir, puis se rendre compte que, bon, on n'a pas pensé, si on a des difficultés, des problèmes, des choses qui nous tracassent l'esprit au quotidien, mais pendant ce moment-là, on n'y a pas pensé, puis c'est vrai, je me sentais vraiment bien pendant ce moment-là de danse où j'ai lâché mon fou, on a bougé dans tous les sens, on a
couru, on est tombé à terre, on s'est mis à rire, peu importe ce qui s'est passé dans la séance, mais c'est juste de permettre là, d'avoir accès à des choses qui vont être positives, puis pas d'essayer de rejoindre des standards, puis d'avoir à respecter là, des normes de mouvement, etc. C'est vraiment partir de soi. Là, Merci beaucoup. Donc, la danse-thérapie, c'est vraiment, ça part de soi, le mouvement, en fait, plus que de s'approprier un mouvement. Oui, c'est ça. Puis généralement, bon, ça peut être en groupe ou en individuel, mais dans tous les cas, les danse-thérapeutes vont vraiment comme suivre ce qui provient des clients, finalement. Là. Donc, évidemment, il va y avoir comme un peu un guide. Là. Le danse-thérapeute va faire des propositions de mouvement, surtout auprès des clientèles qui vont être peut-être un petit peu plus gênées de débuter le mouvement, mais comme souvent, ça va se faire en cercle quand c'est en groupe. Puis même si on fait tous le même mouvement que le danse-thérapeute est en train de faire, bien, il y a toujours des petites variations, justement. Puis l'idée, c'est pas de dire « Ah, il faut faire la même chose exactement ». Non, c'est « Hey, wow, c'est vrai que toi, dans ce que tu fais, on se balance d'un bord à l'autre, mais toi, tu as rajouté un mouvement d'épaule. Ah, bien, pourquoi qu'on ne rajouterait pas un mouvement d'épaule? Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui a un petit bounce dans son mouvement. Ah, ben, on va rajouter ça, ça va être agréable. Puis construire petit à petit des mouvements qui viennent du groupe, puis d'aller comme ailleurs aussi, puis de permettre aux gens de petit à petit aller dans des mouvements qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de faire, mais qui finalement, ça vient d'eux, puis ça leur permet d'élargir leur façon de bouger. Merci beaucoup. J'ai comme envie de poser la question à Marion aussi par rapport à la danse burlesque, qui est un peu plus, ben justement, c'est de la danse burlesque. Donc, il y a quand même une chorégraphie, on fait ça en groupe. Comment tu jongles justement entre l'espèce de comme tension entre le fait d'avoir une chorégraphie avec certains mouvements, puis peut-être des personnes justement dans ton groupe pour qui c'est plus difficile? Ou tu l'as un peu abordé, mais j'ai comme envie qu'on aille un petit peu plus loin dans la question. Ben, moi, ce que je répète tout le temps à mes élèves, ce qui est vraiment important, c'est que je vois les personnalités de chacun et de chacune. Donc, c'est sûr qu'on travaille une chorégraphie. Donc, je prends souvent l'exemple, éventuellement, si tout le monde va à droite, j'aimerais ça que toi aussi, tu ailles à droite. Mais la manière d'y aller, oui, il y a une chorégraphie de base, mais je donne beaucoup de liberté pour que la personne soit à l'aise d'interpréter le mouvement comme elle le sent avec son corps, comme elle le sent avec sa sensualité. Puis au-delà de ça, je travaille aussi sur les clichés de genre. On pense souvent que la danse burlesque, c'est une danse qui est réservée aux femmes avec des mouvements qu'on associe plutôt au mouvement de la femme. Mais non, c'est une danse qui est ouverte à tout le monde. Puis souvent, j'essaye de proposer à la fois des mouvements qui vont être plutôt dans les idées reçues attribuées à la femme, puis à la fois des mouvements, je dénature entre guillemets un peu le mouvement pour aussi donner une option d'un mouvement qui va ressembler plus à un mouvement qu'on aurait dans les esprits masculins. Puis chaque personne est libre de prendre l'option de mouvement qu'elle souhaite, puis de créer aussi toutes les ponts qu'il peut y avoir entre les deux. Donc verbalement, c'est peut-être un peu compliqué de se rendre compte de ce que ça peut donner. Mais oui, il y a une chorégraphie de base, mais chaque personne, entre guillemets, shine parce qu'il y a vraiment sa propre interprétation puis l'authenticité du mouvement dans les corps de chacun et de chacune. Merci beaucoup. J'espère que ça donne envie à certaines personnes d'aller essayer la danse-thérapie ou la danse burlesque. Puis il y a sûrement aussi plein d'autres types de danse qui peuvent intégrer ce genre d'approche.
la danse a quand même été longtemps un milieu stéréotypé. Donc, justement, Marion, tu parles de déconstruire les stéréotypes. Mais est-ce que vous remarquez des changements avec le développement de ces nouvelles pratiques? Puis j'ouvre la question aussi, Cara, si tu veux ajouter quelque chose aussi par rapport à ça. Mais justement, est-ce que vous remarquez des changements en lien avec ces nouvelles pratiques? Mais aussi, je pense que dans le sport aussi, on peut remarquer qu'il y a de plus en plus d'ouverture à des corps qui ne sont pas nécessairement dans la norme sportive. Je ne sais pas laquelle d'entre vous veut commencer. Vas-y, Cara. Oui, mais je voulais aussi construire un peu sur ce que les filles ont dit tantôt, parce que je trouve que ce qu'on dit, ça m'a tellement... J'ai eu 1000 affaires auxquelles j'ai pensé, mais je trouve que dans la société qu'on est aujourd'hui, le sport de haut niveau a tellement... Là, je veux dire, j'ai rien contre. Ça serait un autre webinaire, au sens qu'il y a beaucoup de positifs, autant qu'il y a peut-être il y a de la critique peut-être aussi, mais au sens où est-ce que ça l'a tellement un peu forgé ce qu'on pense que c'est le mouvement, puis ce qu'on pense que c'est le sport. Puis c'est comme ça nous a un peu limité à se dire comme parce que je ne m'inscris pas ou je ne me reconnais pas dans cette formule-là ou dans ce moule-là, tel sport ou telle activité, c'est pas pour moi, je peux pas le faire, je serai pas bonne, on se compare. Fait que c'est le haut niveau a tellement un peu, c'est cool et influence notre quotidien comme ça que je pense que c'est aussi intéressant d'essayer de se défaire un peu de ces stéréotypes-là ou de ces préjugés-là ou puis d'appliquer un peu tout ce que Marion et Elisa ont mentionné tantôt à l'ensemble de n'importe quelle activité, n'importe quel sport. Là, on parlait de danse-thérapie et tout, mais n'importe quelle activité qu'on fait, tout ce que les filles tantôt ont mentionné, c'est exactement ça ce que je voulais dire tout à l'heure par l'importance justement de prendre conscience de tout ce que notre corps nous permet de réaliser, de tout ce qui nous permet de faire. C'est le fait de vraiment réaliser, dans le fond, que tout le monde, peu importe de quoi qu'on a de l'air, nos qualités, nos talents, on a toutes, dans le fond, des habiletés puis des choses qui nous permettent justement de bouger, de s'exprimer, de se dépasser. Donc, c'est tellement important dans tout ce qu'on fait, peu importe la forme que ça prend, n'importe quelle activité ou mouvement, justement, de prendre le temps de ressentir et de vivre ce moment présent-là, le défoulement, de reconnaître tous les bienfaits que ça nous apporte dans le moment présent, puis juste après le mouvement, comment ça nous permet d'être créatifs, de tout simplement se changer les idées, de gérer son stress, d'exprimer ses émotions, d'évacuer émotions. Le fait que ça nous permet de communiquer avec d'autres, d'encourager, de réconforter, de célébrer avec ses coéquipiers ou ses amis. Puis un peu comme Marion disait tout à l'heure, dans un groupe, dans une équipe, tout le monde a un rôle à jouer. Puis, je veux dire, c'est d'aller explorer ça davantage, puis de réaliser que des fois, on est comme un petit peu dans des moules préétablis par rapport à ce que le sport ou l'activité physique nous dit, mais qu'on peut déconstruire tout ça, puis de se trouver un peu ce qui nous fait du bien là-dedans, puis de nous trouver notre identité à travers tout ça aussi. C'est mon petit point à rajouter par rapport à la question suivante, justement, par rapport à la prochaine, je laisserai les filles compléter. Mais c'est excellent. Puis en fait, c'est que ça revient en fait à la connaissance de soi, puis de faire les choses de façon incarnée. Puis c'est un facteur de protection aussi en santé mentale, là, de vraiment prendre conscience de soi, que ce soit à la fois tes valeurs, tes envies, mais aussi corporellement, là, physiquement, ton ressenti, qu'est-ce qui te fait sentir bien, qu'est-ce qui te fait sentir moins bien. Ça aussi, c'est essentiel pour une santé mentale positive là, plus largement. Oui, Marion. Ben, moi, pour répondre à la question, si je ne suis pas complètement perdue, on était arrivé au moment La danse et les stéréotypes. La danse et les stéréotypes, puis les changements qu'il a pu y avoir ces derniers temps. Je pense qu'il y a deux choses. C'est que oui, il y a certains styles de danse qui évoluent, mais
il y a aussi des styles de danse à qui on donne beaucoup plus de visibilité, qui ont toujours vécu, entre guillemets, c'est un peu fort, sans stéréotype, sans corps idéal, mais qu'on ne voyait pas. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de styles de danse, bon, danse burlesque, mais le twerk aussi, des styles de danse où on va voir beaucoup plus le corps. Ça, c'est pas des styles de danse qui sont nouveaux, qui ont toujours existé, mais on leur donne plus de visibilité. Puis c'est important aussi de voir autre chose, tout simplement. Dans les danses de couple, en danse swing, on parle plus de rôle homme-femme, on parle de rôle lead et follow. C'est super important parce que ce n'est plus un homme et une femme qui dansent ensemble, ce sont deux personnes qui dansent ensemble. Puis pour réussir à danser ensemble les danses swing, ben c'est sûr qu'il faut se répartir entre guillemets les rôles, mais la façon dont on les appelle, je trouve ça super intéressant. Puis également en danse orientale, il y a de plus en plus d'hommes parce que la danse orientale, c'est très, très large comme style de danse également. Il y a de plus en plus d'hommes qui vont vers des styles de danse orientale qui étaient réservés aux femmes. Puis ça, c'est deux exemples, je dirais, d'évolution assez récente dans deux styles de danse qui ont par rapport, mais qui existent autant que les autres styles. Merci beaucoup. Et toi, Elisa, est-ce que tu vois des changements justement par rapport aux stéréotypes? Mais juste brièvement, moi, ce que j'ajouterais, c'est un peu j'imagine que ça a lieu dans d'autres groupements de danse, mais les grands ballets canadiens qui, il y a quelques années, ont décidé dans leur réflexion sur qu'est-ce qu'ils voulaient apporter en tant qu'organisation de la danse, ont mis sur pied le Centre national de danse-thérapie avec vraiment comme une visée d'aller redonner à la population, puis de répondre aussi à certains danseurs qui étaient au sein de leur compagnie, de dire comme ben nous, on a le goût que ça sorte puis qu'on ne reste pas pris dans ces normes-là qui font partie de la culture du ballet classique, mais de dire comme bon, ben, comment on peut utiliser le mouvement d'une façon qui va être encore centrée sur ce qui est bon pour le corps et contribuer au bien-être des gens et tout ça. Là. Donc, ça fait déjà quand même quelques années que le Centre national de danse-thérapie existe, offre de la formation, offre des cours de danse adaptés, des cours de danse à la population générale aussi, petit à petit des projets en danse-thérapie. Il y a des collaborations avec l'Association américaine de danse-thérapie, là aussi très, très, très développée la danse-thérapie. Au Canada, ça l'est encore un petit peu moins, c'est comme plus embryonnaire, mais il y a quand même une association canadienne de la danse-thérapie, la thérapie par la danse et le mouvement. Donc, je pense que à la base, la danse-thérapie a émergé de ces contextes-là de danse classique. Généralement, c'est des danseuses classiques qui se réorientaient un peu en réalisant que ça ne venait pas les rejoindre suffisamment, qu'elles voulaient comme sortir un peu de ce cadre-là très strict, puis qui ont décidé d'ouvrir sur d'autres façons d'utiliser la danse. Donc, je pense que c'est probablement des mouvements qui se font aussi ailleurs dans le monde. Tout à fait. Puis je pense qu'il y a de plus en plus une écoute aussi face à la critique. Puis il y a comme une prise de conscience aussi dans le milieu de la danse, puis les milieux de la danse comme la danse, comme le ballet classique, justement, où il y avait beaucoup plus de normes, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience de manière générale autour de la question de l'image corporelle. Pour conclure la discussion, parce que le temps file, j'aimerais peut-être que chacune de vous mentionne peut-être une ou deux stratégies pour les gens à la maison, peut-être quelqu'un qui voudrait introduire un peu plus de mouvement dans sa vie, dans son quotidien. Quel conseil, quelle stratégie vous donneriez? On va conclure la discussion là-dessus, puis ensuite on va passer à la période de questions.
Donc, je vais lancer le bal avec Cara. Oui. Ben, moi, je dirais des conseils pour intégrer plus d'activité physique, ça serait vraiment là, bienveillance, 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 d'y aller à son rythme, de trouver des activités, peu importe c'est sous quelle forme, comme je disais tantôt, de déconstruire cette rigidité-là peut-être qui peut y avoir dans certaines activités ou sports, puis de vraiment s'écouter, d'écouter ses préférences, de dire qu'est-ce qui me ferait en sorte que je prendrais du plaisir à tous les jours à être en mouvement, c'est quoi ça? Puis d'essayer, on a parlé tantôt de faire fi du regard des autres, puis malheureusement, on est dans une culture où est-ce que l'industrie de l'amaigrissement, du fitness est partout, il va nous dire plein d'affaires, nous faire croire plein de choses. Puis malheureusement, il y a eu beaucoup d'associations entre comme, ah ben, pour que ce soit efficace, pour que ce soit productif, si tu bouges, il faut que ce soit tel type d'activité. Le reste, on n'en parle jamais. Non, non. On règle ça aujourd'hui, c'est pas vrai. L'important, c'est de trouver quelque chose, un mouvement, une façon de bouger qui nous amène, qui nous fait du bien, qui nous amène ce plaisir-là, parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va vouloir le continuer, et ça à long terme. Fait que ça serait vraiment mon meilleur conseil, de vraiment trouver quelque chose qui vous fait du bien, qui nous fait plaisir, puis d'y aller justement à son rythme, de l'intégrer tranquillement, avec bienveillance. D'essayer aussi peut-être, dernier point, de trouver des environnements qui sont plus inclusifs, respectueux, aussi pour essayer de commencer peut-être à intégrer plus d'activités. Tantôt, on parlait un petit peu des changements qu'il y a eu dans les dernières années par rapport aux stéréotypes, mais par rapport à l'importance de valoriser la diversité corporelle. Ça, c'est quelque chose qui est super important. Si vous travaillez avec des gens, si vous êtes des intervenants, mais de vraiment valoriser la diversité, d'exposer régulièrement les enfants, les jeunes, les personnes avec qui vous travaillez à toutes sortes de modèles, de formes, de tailles, d'apparences différentes. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va normaliser plein d'activités pour plein de différentes personnes, que ce soit de plein de diversité corporelle, fonctionnelle, culturelle, de genre, de vraiment le plus possible mettre ça de l'avant. C'est sûr que c'est aussi, c'est important, fait que de choisir justement des environnements qui sont inclusifs, qui sont sécuritaires en ce sens-là. Pour vous, si vous commencez une activité dans une place où est-ce qu'il y a des beaux messages d'inclusion qui misent sur la diversité puis l'estime de soi, ben ça, c'est quelque chose aussi qui peut être très facilitant pour commencer. Merci beaucoup. Puis je pense qu'une des choses qui ressort de cette conversation, c'est vraiment l'idée que le mouvement, ici, on en parle vraiment de façon holistique, mais aussi on déconnecte l'idée du mouvement puis de la perte de poids aussi, je pense, qui est vraiment important. C'est qu'il y a souvent cette idée qui revient que que quand tu fais du sport ou que tu pratiques de la danse ou que tu es actif, il faut que ça vienne avec une perte de poids ou avec un certain corps, justement, pour montrer l'efficacité puis à quel point tu as vraiment pratiqué ton sport. Je pense justement l'idée de comme se défaire de cette idée-là, là, ce serait vraiment un point à retenir de cette conversation. Absolument, parce que pour toutes les raisons qu'on vient de parler, mais aussi c'est super bien documenté comme quoi, quand c'est notre principale source de motivation, de changer l'apparence ou le poids, que c'est pas quelque chose qui fonctionne sur le long terme, va faire en sorte qu'on a envie de continuer. Puis ben justement, on se prive de tous ces beaux sentiments de bien-être et d'épanouissement et de plaisir qu'on pourrait trouver justement avec une activité autre. Donc, merci. Je vais passer la parole à Marion maintenant. Et pour continuer sur ce que disait Cara, donc la notion de plaisir, si je résume un peu ce que tu as dit, c'est essentiel. Puis j'aurais envie de dire, d'inviter les personnes à oser bouger. Parfois, voilà, on ne se sent pas capable, on ne se sent pas à niveau, etc. Osez penser à une activité que vous avez toujours rêvé de faire, mais que vous n'avez jamais osé faire. Allez pousser la porte d'une école de tel ou tel style de danse, de telle activité sportive, telle activité artistique ou whatever, juste comme essayer
faites-vous un tout petit peu confiance pour simplement essayer. Puis, je suis pas mal sûre que dans plein de sortes d'activités en lien avec le mouvement, vous allez tomber sur une école, sur un club qui va être en lien avec vos valeurs, puis qui vont être dans l'inclusivité, puis dans aussi l'acceptation de la diversité corporelle. Je suis pas mal sûre de ça. Il y a des milieux qui sont plus évidents que d'autres. Tantôt, je parlais de danse burlesque, bien sûr, mais voilà. Poussez la porte d'une école, je suis sûre que vous allez y trouver beaucoup de plaisir, sans aucun doute. Merci. C'est sûr que des fois, ça peut être intimidant. Peut-être des fois aussi, juste aller voir un spectacle de burlesque, peut-être comme ça peut être une première étape vers ce monde-là. Ou un spectacle de n'importe quel type de danse qui nous intrigue. Oui, puis il faut se donner du temps pour faire les choses. Hein. On n'est pas obligé au jour 1 faire quelque chose qui est trop challengeant pour nous. On peut trouver des petites étapes pour se mettre en confiance au fur et à mesure du temps. Merci. Élisa. Oui, ben, c'est un petit peu dans le sens de ce que Marion vient juste de dire, hein, de se donner le temps, mais moi, je dirais d'être vraiment ouvert à ce que ben, il y a plein de façons de bouger. Comme on disait tout à l'heure, la respiration, c'est du mouvement. La marche, c'est du mouvement. Les exercices de mobilité, ou tu sais, des fois, quand on a un travail de bureau, il y a comme quelqu'un qui nous conseille de faire des petits exercices pour comme juste se remettre un petit peu à bouger, comme pas être tout le temps statique. Bien, ça, c'est du mouvement. Puis, tu sais, si c'est de commencer par ça, bien, tant mieux. Ça sera intégré dans le quotidien. Puis, c'est des petites choses, des petits moments dans lesquels on peut prendre conscience de comment on se sent dans notre corps. Puis, est-ce qu'on aime ça, ce mouvement-là? Est-ce que ça nous fait du bien? Ah, ben non, celui-là ne me fait pas du bien, je vais en essayer un autre. Puis pour certains, mais juste d'avoir ça dans leur quotidien, ça va être génial. Ça va être ça qui va faire que ça va changer quelque chose dans leur vie. Ils n'auront pas besoin d'aller cogner à la porte de l'école de burlesque. Puis d'être aussi ouvert au fait qu'on a le droit de pratiquer des activités physiques seules, en groupe, en personne, par vidéo. Maintenant, il y en a de plus en plus d'opportunités par vidéo qui peuvent être comme un cours qui est donné en vidéo, mais qui peut aussi être aller trouver quelqu'un sur YouTube qui fait des vidéos de yoga, puis on fait comme « Hey, moi, j'aime ça faire mon yoga dans mon salon, puis il n'y a personne qui me voit, puis j'ai pas besoin de faire d'être performant. » Donc, c'est vraiment de choisir, de trouver ce qui nous convient à nous comme façon de bouger pour pas, comme encore une fois, essayer de rentrer dans un moule de quelqu'un que, ben non, ça ne me correspond pas. T'sais, moi, un cours organisé, j'aime pas ça, j'aime mieux le faire spontanément, par exemple. Et quelqu'un d'autre, si elle n'a rien d'organisé, ben elle n'en fera pas de sport. Il faut juste qu'on trouve c'est quoi la stratégie qui nous aide. Puis, je continuerai aussi sur quelque chose, je pense que c'est Cara qui parlait de ça, au niveau de s'entourer de gens dans un contexte d'ouverture et tout ça. Et aussi, des fois, c'est de choisir nos, tu sais, comme sur les médias sociaux, là, on est comme envahi d'informations, tu sais, puis des fois, choisir nos sources d'informations, ben, tu sais, le compte Instagram qui promouvoit tel type de corps qui nous correspond, ben, on est obligé de la suivre? Est-ce qu'on peut suivre celle qui promouvoit l'ouverture, puis doser comme la quantité d'informations de ce type-là qu'on reçoit? On parlait de ça dans les débuts de la pandémie, de ne pas tout le temps être en train d'écouter les nouvelles pour savoir comment ça progresse parce que ça vient nous créer de l'anxiété. Bien là, c'est la même chose aussi. T'sais, si on voit que ça a un impact sur notre bien-être, que d'avoir tout le temps des images corporelles qui sont normées et qui ne nous correspondent pas, bien, on a le droit de fermer la porte à ça aussi. Puis, pour terminer, bien, si on sent qu'on a justement, pour nous, c'est difficile, on a des perturbations, une insatisfaction qui vient prendre beaucoup de place dans notre quotidien, puis que ça nuit à notre fonctionnement ou ça a des impacts sur nos habitudes alimentaires, d'activité physique ou autres, mais de ne pas hésiter à aller consulter, à aller chercher de l'aide, soit auprès de l'ordre des psychologues, soit auprès des danse-thérapeutes. Je disais tout à l'heure, il y a une association canadienne qui peut peut-être aider si on a le goût d'aller dans cette voie-là du mouvement. L'éducation somatique, il y en a aussi.
qui travaillent avec ces vécus-là. Donc, de ne pas hésiter de s'entourer et d'aller trouver quelqu'un qui va nous guider là, dans la réappropriation d'une image plus saine. Merci beaucoup, Elisa. C'est vrai qu'ici, on parle du mouvement là, comme facteur de protection, justement pour éviter ou en tout cas minimiser les chances de peut-être développer un trouble ou un enjeu plus grave. Là, mais c'est sûr que si ça ne va pas, il faut aller consulter un spécialiste, bien sûr. Puis il y a tellement d'organismes, tu viens toutes les nommer aussi, puis d'approches justement qui offrent cet accompagnement et cette aide. Merci beaucoup à vous trois. Je vais ouvrir la parole au public maintenant. Je suis sûre qu'il y a sûrement plusieurs questions. Puis, je vais aussi, ma collègue va également vous envoyer un formulaire dans le chat pour en fait, connaître votre savoir, comment vous avez trouvé le webinaire. Donc, un petit formulaire de satisfaction. Puis, donc voilà, j'ouvre la conversation à tout le monde. Si vous voulez poser votre question dans le chat, allez-y, on va la lire. Sinon, vous pouvez ouvrir votre caméra, ouvrir votre micro. Ou aussi lever la main si vous avez une question. Bien, je vais parler, il n'y a personne qui parle. Moi, Ben c'est arrivé tard, donc je suis désolée, j'avais une rencontre, là. Mais je vais juste dire que la dernière demi-heure, 40 minutes que j'ai écoutée, ben, ça venait beaucoup, ça venait confirmer ce que je pensais tout simplement. Voilà. Fait que c'est vraiment génial. Puis, tu sais, moi, je pense vraiment que la danse peut être, oui, être un sport, mais au-delà, peut être un moyen d'action qui peut tellement. Moi, j'enseigne au cégep, puis je trouve tellement que c'est un moyen d'action qui peut aider les gens à exprimer des choses que verbalement, on n'ose pas exprimer. Donc, j'étais tout à fait d'accord avec ce que les filles ont dit, là, c'est sûr et certain. Merci beaucoup.